Très bien, nous passons au séminaire et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir mon vieux camarade Pierre Jacob qui est un philosophe des sciences cognitives, je pense qu'on peut décrire ça comme ça, bien connu, qui a beaucoup de travaux derrière lui, un certain nombre de livres, et en français notamment vous avez L'empirisme logique, bien connu, qui est chez Gallimard en édition de poche maintenant, c'est un livre ancien, et plus récemment, enfin c'est déjà ancien aussi, Pourquoi les choses ont-elles un sens, aux éditions Odile Jacob, également L'intentionnalité, parmi, encore une fois, de très nombreux travaux qu'on lui doit. Et aujourd'hui, il va nous parler du syllogisme disjonctif et la mentalisation, et je pense que parmi les points qu'il abordera, il y a cette question qui a été soulevée dans mon cours et abordée aussi à la dernière séance du séminaire des rapports entre les cas où on conçoit un certain contenu et les cas où on donne son assentiment au contenu en question. Pierre, je te laisse la parole. Merci François. Merci de cette invitation qui me fait très plaisir d'avoir choisi un jeune chercheur prometteur. Par rapport à l'exposé de François qui était à la fois virtuose et majestueux, mon menu sera assez chargé, donc je vais aller probablement beaucoup plus vite. Je vais aussi inclure beaucoup de détails expérimentaux. Je voudrais vous parler de deux énigmes expérimentales soulevées par la recherche dans la psychologie du développement de l'enfant dans deux domaines différents, à savoir l'étude du raisonnement déductif à travers le syllogisme disjonctif et la mentalisation. Et peut-être c'est un cas frégéen, mais je ferai valoir qu'en fait, ces deux énigmes n'en font qu'une, et donc que les principes ou la tentative de résolution de ces deux énigmes peuvent obéir au même principe. Donc, le syllogisme disjonctif, vous savez tous ce que c'est un raisonnement qui part d'une prémisse majeure qui est une proposition disjonctive, qu'on peut illustrer par exemple, ici vous avez deux cylindres rouge-vert, derrière un écran, une récompense, un bonbon est placé, mais vous ne savez pas dans lequel. Donc ici, vous pouvez supposer c'est ou le rouge ou le vert. On vous montre que le rouge est vide et donc vous concluez avec certitude que le bonbon est dans le récipient vert. Donc ça, c'est le syllogisme disjonctif qui est un raisonnement sur lequel les adultes ont des intuitions très fortes. Ce que j'appelle la mentalisation, c'est la capacité d'attribuer des états mentaux, par exemple des affects, des émotions, des intentions, des désirs, etc., à soi et à autrui, et en particulier attribuer des croyances à autrui. Et je propose d'analyser l'attribution d'une croyance à autrui ou d'un état mental à autrui comme la formation d'une croyance sur l'état mental en question. Par exemple, donc, attribuer une croyance à autrui, c'est former une croyance sur une croyance d'autrui. Pour des raisons sur lesquelles je vais revenir sous peu, la majorité des psychologues expérimentaux tiennent le succès dans les tâches d'attribution de croyances fausses pour un indice fiable de la capacité de mentalisation, c'est-à-dire d'attribution d'états mentaux. Alors, compte en commun, et ça c'est une partie importante de l'exposé, la capacité de mentalisation et la capacité d'effectuer des syllogismes disjonctifs, eh bien je pense que réfléchissez à la capacité d'attribuer des croyances à autrui pour croire que Sally croit que Biden est toujours président des États-Unis, pour croire que cette croyance est vraie. Il faut être capable de se représenter, de penser, en anglais les anglophones disent entertain, la proposition que Biden est toujours président, sans croire ou juger que cette proposition que Biden est toujours président est vraie. Pour croire que la prémisse disjonctive P ou Q, le chocolat est dans le cylindre rouge ou dans le cylindre vert est vraie, il faut être capable de se représenter, de penser, de entertain, et la proposition P que le chocolat est dans le cylindre rouge
et la proposition Q, que le chocolat est dans le cylindre vert, sans juger ou croire vrai l'une et l'autre proposition. Donc c'est ça le point commun, il faut avoir la capacité de se représenter, de penser une proposition sans la croire ou la juger vraie ou l'asserter. En bref, la mentalisation et le syllogisme disjonctif illustrent la fameuse distinction philosophique dont je crois François vous a souvent parlé dans des cours précédents et sur laquelle il a souvent écrit. Et j'espère, quand je vais mentionner sa conception, j'espère ne pas trahir sa conception, à savoir la distinction philosophique entre la force ou l'attitude et le contenu propositionnel. Donc ici, vous avez une formulation de la distinction de quelqu'un de philosophe qui soutiennent la distinction, l'indispensabilité de la distinction, et vous avez donc parmi les philosophes qui ont adhéré à cette distinction Descartes, Frege et Peter Geach. Et donc adhérer à cette distinction, c'est soutenir qu'il faut distinguer le contenu propositionnel de la force avec laquelle on considère ou on affirme cette proposition. Et donc ça, c'est une citation de Peter Geach qui exprime bien pourquoi il est important d'adhérer à cette distinction. Parmi les critiques, et c'est là peut-être que François ne sera pas d'accord, enfin je le place parmi les gens qui contestent la distinction, avec Spinoza, avec le psychologue Dan Gilbert, disons que les gens qui mettent en question cette distinction font valoir que comprendre une proposition, entertain une proposition, dépend de la croyance préalable. On ne peut pas se représenter une proposition sans au préalable la tenir pour vraie, la juger vraie, la croire vraie ou l'asserter. Bon. Alors, existe-t-il des arguments expérimentaux qui sont susceptibles, qui sont pertinents pour clarifier la controverse sur cette distinction, sinon la trancher, en tout cas pour essayer de la clarifier? Alors, l'énigme expérimentale dont je vais vous parler, il y a deux énigmes dont je voudrais faire valoir qu'il n'y en a en fait, ces deux énigmes sont uniques. Eh bien, la double investigation du développement ontogénétique, de la capacité de mentaliser et de la capacité à effectuer un syllogisme disjonctif chez les petits-enfants humains par la psychologie du développement a engendré des résultats expérimentaux discordants, sinon contradictoires, qu'il convient de réconcilier. Et c'est cette énigme qui est le centre de mon exposé. Alors, on peut se rapporter à deux cadres théoriques, deux cadres conceptuels assez différents pour discuter du développement cognitif des petits humains. Ce que j'appellerais un cadre nativiste, qui est représenté ici par la figure de Chomsky et surtout de Fodor, qui est un philosophe qui était proche de Chomsky. Et dans son livre de 1975, qui est un livre devenu classique, qui s'appelle The Language of Thought, Jerry Fodor a reconnu avoir exposé, mis en lumière un paradoxe sur l'apprentissage des concepts, le paradoxe est le suivant: si on admet qu'apprendre un concept, c'est formuler des hypothèses et les confirmer, selon Fodor, on aboutit à la conclusion qu'on ne peut pas apprendre à proprement parler des concepts nouveaux. En face de cette conception nativiste, une conception plus constructiviste, incarnée par Jean Piaget, le fondateur de la psychologie du développement dans les années 60-70, et la psychologue du développement Susan Carey dans un livre majestueux et très important qui propose de répondre au défi du paradoxe fodorien, qui est paru en 2009, l'ouvrage de Carey qui s'appelle The Origin of Concepts, dit qu'en présence de la conclusion paradoxale de Fodor, eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est de désigner la prémisse ou les prémices du raisonnement aboutissant à ce paradoxe qu'on veut rejeter parce que cette conclusion est inacceptable. Bon. Alors, le plan de mon exposé, c'est de vous présenter les deux énigmes successivement, l'énigme sur les capacités de la mentalisation, l'énigme expérimentale, de vous présenter une résolution possible et controversée, très controversée, de cette énigme, puis de vous présenter l'énigme expérimentale des capacités à effectuer le syllogisme disjonctif et de vous présenter une résolution qui ressemble, comme
un frère ou une sœur jumelle à la résolution de l'énigme expérimentale soulevée par l'étude de la mentalisation. Et ensuite, vous présenter quelques conclusions rapides. Alors, les slides sont chargés, contrairement à celle de François, qui était d'une grande simplicité. Ici, ce qui est important, c'est que je fais démarrer l'étude de la psychologie scientifique, par la psychologie scientifique de la capacité de mentalisation, à un article retentissant, enfin dont le titre est retentissant. Le titre c'est « Est-ce que le chimpanzé a une théorie de l'esprit ?» paru en 1978 dans la revue Behavioral and Brain Sciences par David Premack et son collaborateur Guy Woodruff, qui était, particulièrement le célèbre David Premack, était un psychologue comparatiste qui comparait les capacités cognitives des grands singes et celles des enfants humains. Et ce que disent Premack et Woodruff dans cet article, c'est qu'ils qualifient la capacité de mentalisation, d'attribuer des états mentaux, d'une théorie de l'esprit. Et la raison pour laquelle ils considèrent que c'est une théorie de l'esprit, outre que c'est une notion qui est très développée dans la philosophie contemporaine, dans la philosophie de cette époque-là, les deux raisons pour Premack et Woodruff, c'est que les états attribués, les états imputés, les croyances, les désirs, les émotions, etc., sont des états inobservables, qui ne sont pas directement observables dans l'action, le comportement des agents auxquels ces états sont imputés, mais que la fonction principale de cette capacité à attribuer ces états qui sont inobservables, c'est de prédire, de comprendre, de prédire, d'expliquer le comportement observable des agents à qui ces états sont attribués. Dans la discussion par un certain nombre de collègues de Premack et Woodruff, dont trois philosophes célèbres que sont Jonathan Bennett, Dan Dennett, récemment mort, et Gil Harman, récemment un peu mort aussi malheureusement, les trois ont fait valoir des considérations convergentes pour considérer que des preuves expérimentales qu'un individu, un attributeur, est capable d'attribuer une croyance fausse jouent un rôle décisif si on veut créditer un animal, un agent, un bébé, une personne humaine, un robot éventuellement, de la capacité de mentalisation. Et ce que dit Harman, dont c'est lui que je cite, mais il y a d'autres passages des deux autres, c'est qu'imaginez que vous ayez deux chimpanzés dont l'un serait l'attributeur et l'autre serait l'agent, et qu'en présence de l'attributeur, l'agent voit qu'une banane, qui est un mets désirable, comestible et désirable pour un chimpanzé, est placée dans le pot de droite. Il y a un pot à gauche, un pot à droite, et supposons qu'en présence de l'attributeur, l'agent voit et croit, par conséquent, puisqu'il le voit, que la banane est placée dans le pot de droite. Supposons que cet agent disparaisse, tourne son attention, ne voit pas, mais que l'attributeur voit que la banane est déplacée du pot de droite dans le pot de gauche. Et maintenant, imaginons que l'attributeur soit capable de prédire que l'agent ira chercher la banane dans le pot de droite vide, qui ne contient pas la banane. Harman nous dit, ça, ce serait un indice expérimental extrêmement puissant, nous permettant de dire que l'attributeur est capable d'attribuer une croyance fausse à l'agent pour prédire, éventuellement expliquer, prédire s'il n'a pas encore observé le comportement, expliquer si le comportement a déjà eu lieu. C'est ainsi que la recherche de preuves expérimentales qu'un individu est capable d'attribuer des croyances fausses est devenue un peu la voie royale de l'étude de la mentalisation dans la psychologie du développement et dans éventuellement l'étude phylogénétique des capacités des espèces précédant l'apparition de l'espèce humaine pour l'étude de la mentalisation. Et donc, on pourrait dire que donc, ce qui est caractéristique, tenu pour caractéristique de la capacité d'attribuer une croyance fausse, c'est que l'attributeur a des anticipations mentalistes sur l'action instrumentale d'un agent, c'est-à-dire qu'il suppose que l'action de l'agent ne reflète pas directement la structure de l'environnement, mais reflète la représentation mentale qu'a l'agent de son environnement. Alors, la première étude développementale, donc ontogénétique, je ne parle pas des grands, maintenant j'oublie les grands singes, on parle uniquement des enfants humains. Donc, la première étude expérimentale sur la capacité
des enfants, sur l'ontogénèse, le développement ontogénétique chez les enfants humains, de la capacité d'attribuer des croyances fausses, a été réalisé par deux psychologues autrichiens, Heinz Wimmer et Joseph Perner, dans un article paru dans Cognition en 1983, suivi d'un article également très intéressant d'une équipe anglaise, Simon Baron-Cohen, Alan Leslie, Uta Frith, qui, eux, non seulement étudiaient la capacité d'enfants neurotypiques, mais aussi étudiaient les altérations possibles d'enfants plus âgés à classifier ayant un syndrome autistique. Et donc, l'étude fondamentale, l'étude que je présente sur la droite de l'écran ici, c'est la version Baron-Cohen adaptée de la première étude de Wimmer et Perner, mais ça n'a aucune différence. Et donc, vous avez affaire, on présente à des enfants deux poupées, Sally, qui a un panier, Anne, qui a une boîte, puis on voit que Sally place sa balle dans le panier en présence de Anne, puis Sally s'en va, et en l'absence de Sally, Anne déplace la balle qui était dans le panier dans la boîte, puis on dit à l'enfant que Sally revient, Anne a disparu, et la question posée à Sally, c'est où est-ce que Sally, pas posée à l'enfant, excusez-moi, j'ai dit posée à Sally, non, on ne pose pas de question à Sally, on pose une question à l'enfant, au participant de l'expérience, et on lui demande où Sally ira-t-elle chercher sa balle. Bien. Alors, en 2001, c'est-à-dire 18 ans plus tard, une méta-analyse par Henry Wellman et collaborateurs montre de manière très solide et très fiable, comme vous le voyez ici, donc, que les enfants de 4 ans et demi répondent correctement à la question. Quand on leur demande, ils répondent que Sally ira chercher sa balle dans le panier vide, eux qui savent qu'elle est en fait dans la boîte. Et je résume ce résultat en disant qu'on a une démonstration expérimentale solide. En 2001, il s'est écoulé déjà 18 ans, que les enfants de 4 ans et demi en moyenne répondent correctement, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'attribuer une croyance fausse à qui? À une poupée. Nous pourrions revenir dans la conversation, dans la discussion ensuite, sur la signification éventuelle du fait que les enfants et les adultes attribuent éventuellement des états mentaux à des poupées, alors que métaphysiquement, ces individus, adultes ou enfants, probablement savent que les poupées n'ont pas de croyance. Ce petit diagramme ici montre en fait que exactement la même courbe dans différentes cultures, par une étude de Liu et collègues, que ces résultats sont cross-culturels et valent dans différentes cultures. Par contre, le résultat solide méta-analytique depuis entre 1983 et 2001, c'est que la majorité des enfants de 3 ans répondent incorrectement à la question, mais ils ne répondent pas au hasard, alors que les enfants de 4 ans et demi répondent que Sally ira chercher le ballon dans le panier vide. La majorité des enfants de 3 ans répondent qu'elle ira le chercher là où est l'objet vraiment, c'est-à-dire dans la boîte, et donc il semble qu'ils ne soient pas capables de représenter le contenu de la croyance fausse de Sally. En 2005, paraît une étude fondée sur des méthodes non verbales, paraît dans la revue Science. Les deux auteurs de cette étude sont Christine Onishi et René Baillargeon. Et cette étude que je vais vous présenter présente des arguments intéressants qui depuis ont été multipliés, que des enfants préverbaux de 15 mois semblent avoir la capacité d'attribuer des croyances dont le contenu est tantôt vrai, tantôt fausse, et s'attendent à ce qu'un agent agisse conformément au contenu de ce qu'il croit, que la croyance en question soit vraie ou qu'elle soit fausse. Alors, la méthode utilisée est une méthode non verbale qui est très utilisée en psychologie du développement et qui constitue, selon moi, c'est pour ça que je m'intéresse à cette énigme, un progrès méthodologique très important dans la psychologie du développement, la mise au point de méthodes non verbales qui permet de tester des bébés préverbaux ou des animaux non verbaux. Et là, il s'agit
d'une méthode appelée la violation des anticipations, où on présente, on crée, on provoque une anticipation chez le participant de l'expérience, et on lui présente au test tantôt une situation ou un événement qui est congruent, compatible avec les anticipations qu'on a engendrées, tantôt une situation qui est incompatible ou incongruente. Et donc, c'est une méthode qui dépend d'une régularité psychophysique, attestée chez les adultes, par exemple, dans la situation où les adultes observent le spectacle d'un prestidigitateur, et on s'aperçoit qu'ils regardent plus longtemps un événement inattendu qu'un événement attendu. Donc la mesure comportementale non verbale chez le bébé, c'est la mesure de la durée du regard, tantôt sur une condition qui est conforme aux anticipations, tantôt qui est non conforme aux anticipations. Et l'espoir des psychologues, c'est que le bébé regardera plus longtemps dans le test l'événement qui est inattendu que l'événement qui est attendu. Et donc, dans cette expérience, on procède d'abord, il y a 3 phases. Dans la phase de familiarisation, on présente au bébé, on présente au bébé, on le familiarise pour de manière à engendrer chez le bébé une attribution ou une attente sur les motivations. On voit un agent qui apparaît à travers une fenêtre et qui semble motiver, désirer, jouer avec un objet. Ici, c'est un melon qu'on voit placé de manière répétée 3 fois dans une de 2 boîtes. Il y a une boîte jaune et une boîte verte, et il la place à chaque fois dans la boîte verte. Puis, ça engendre chez le bébé, chez le participant, une anticipation sur ses motivations. Il disparaît, mais quand il reviendra, on s'attend, quand on est un sujet de l'expérience, que cet agent soit motivé, veuille retrouver cet objet pour le manipuler, jouer avec, etc. Dans ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la phase d'induction des croyances, on va varier les états épistémiques, les croyances de l'agent, selon 2 paramètres distincts. L'un, c'est que tantôt l'objet se déplace de la boîte verte dans la boîte jaune ici, tantôt il ne bouge pas, c'est la boîte qui bouge mais l'objet ne bouge pas, tantôt en présence de l'agent, tantôt ici l'agent voit l'objet se déplacer, tantôt l'agent n'est pas là et donc l'objet se déplace en son absence, créant donc 4 situations. Soit l'objet va se retrouver en fin de compte dans la boîte verte, soit dans la boîte jaune, et soit l'agent aura une croyance véridique sur l'état de choses, soit il aura une croyance fausse sur l'état de choses. Et ce que rapportent les 2 expérimentateurs, c'est que les bébés de 15 mois préverbaux s'attendent à ce que l'agent agisse en conformité avec le contenu de ce qu'il croit, c'est-à-dire qu'ils sont étonnés que si l'agent a une croyance fausse, il se dirige au bon endroit, et si l'agent a une croyance vraie, il se dirige au mauvais endroit. C'est ce que montre ici, c'est-à-dire exactement les anticipations que vous, adultes, vous avez sur une situation de ce genre. Donc, on a une énigme expérimentale puisque les tests verbaux montrent que pas avant l'âge de 4 ans et demi en moyenne et de manière cross-culturelle, les enfants sont capables d'attribuer apparemment une croyance fausse à un agent, mais les tests non verbaux suggèrent de manière très différente que beaucoup plus précocement, et en fait je ne peux pas vous parler d'autres études parce que les expériences sont magnifiques, mais je voudrais parler du avancé. Donc il y a au moins une 40aine d'études utilisant des méthodes non verbales, et y compris des signaux cérébraux relevés par EEG, c'est-à-dire électroencéphalographie, qui donnent des raisons de penser que les bébés sont sensibles à l'incongruité d'un agent qui n'agit pas en conformité avec le contenu de ce qu'il croit, que cette croyance soit vraie ou fausse. Et j'indique tout de suite que ni dans les tests verbaux, ni dans les tests non verbaux, le fait d'être capable d'attribuer la vérité ou la fausseté au contenu de la croyance n'est mesuré. Ça n'est pas pertinent. On ne demande pas, non, même dans les tâches verbales, aux enfants d'évaluer, de dire est-ce que ce que croit Sally est vrai ou faux. Ça n'est pas une chose qui est mesurée par ces expériences. Donc, il y a cette incongruité des résultats, cette énigme des résultats, qui ne montre pas du tout la même chose, et il convient évidemment de les réconcilier.
Et c'est ça que je veux faire dans mon exposé. Maintenant, je ne sais plus combien de temps il me reste, j'espère que j'ai le temps de pouvoir présenter les grandes lignes de la résolution que je prétends proposer. Alors, je vais pour avancer dans la résolution, je vais examiner deux thèses qui paraissent de bon sens, qui ont été largement acceptées par les psychologues, mais qui me paraissent éminemment discutables. La première thèse, c'est que échouer dans une tâche verbale, comme celle de Anne et Sally-Anne, c'est un indice fiable de l'incapacité à attribuer une croyance fausse. D'accord ? Ça, c'est une proposition, par exemple, qui est largement acceptée par Joseph Perner, qui est le fondateur du domaine. Il considère que échouer dans cette tâche, c'est un signe fiable de l'incapacité des enfants à attribuer une croyance fausse. La deuxième proposition, également admise par la majorité, je crois, des psychologues, et notamment par Joseph Perner, c'est que pour réussir dans la tâche verbale, sinon dans la tâche non verbale, mais beaucoup de psychologues pensent que c'est aussi nécessaire dans le test non verbal, il est nécessaire de résoudre le conflit logique entre le contenu de la croyance fausse de l'agent et le contenu de la connaissance ou de la croyance vraie de l'attributeur. Parce qu'il y a un conflit logique, évidemment. Mais la seconde thèse affirme qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas donner des signes comportementaux non verbaux ou répondre correctement à la question verbale si on ne résout pas le conflit logique entre les deux. Et ces deux thèses très importantes me paraissent contestables. Donc, la première, est-ce que l'échec dans la tâche verbale est un indice fiable de l'incapacité à attribuer une croyance fausse? Je pense que non, pour la raison suivante. Donc, échouer dans une tâche verbale, c'est un indice fiable de l'incapacité à attribuer une croyance fausse, si et seulement si, c'est un biconditionnel. La réussite dans une tâche verbale est une condition nécessaire de la capacité d'attribuer une croyance fausse. Est-il nécessaire de réussir une tâche verbale pour être crédité de la capacité d'attribuer une croyance fausse? Si c'était le cas, alors la capacité d'attribuer une croyance fausse serait une condition suffisante de la réussite dans une tâche verbale. Mais manifestement, ça n'est pas vrai, car si un adulte qui est capable d'attribuer une croyance fausse ne parlait pas la langue dans laquelle l'expérimentateur pose la question test, où Sally va-t-elle chercher son objet, il échouerait dans une tâche verbale en dépit du fait qu'il est capable, si c'est un russophone, qui ne parle pas le français, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, je conclus que l'échec dans les tâches verbales n'est pas un indice fiable de l'incapacité d'attribuer une croyance fausse. D'accord. Bon. La deuxième proposition contestable que je veux examiner avec vous, c'est l'idée que la résolution du conflit logique entre le contenu de ce que croit l'agent, la croyance fausse, et de ce que c'est l'attributeur n'est pas une condition indispensable pour réussir les tâches, soit verbales, soit non verbales. Cette condition est admise par Wimmer et Perner dans leur article de 83 lorsqu'ils disent que comprendre ou attribuer à quelqu'un une croyance vraie, ça requiert la représentation explicite de la fausseté de la croyance de la personne en relation avec la connaissance de l'attributeur. Donc, cette condition dit que la résolution du conflit entre le contenu de la croyance fausse de l'agent et le contenu de la croyance vraie ou la connaissance de l'attributeur est une condition indispensable au succès de la tâche, et c'est cette thèse que je veux mettre en question. Donc, pour répondre à la question posée dans la tâche verbale, où Sally ira-t-elle chercher sa balle ? Est-il nécessaire de surmonter le conflit entre la perspective épistémique de Sally et la perspective épistémique de l'attributeur ? Prenons les trois propositions suivantes. Proposition 1, la balle est dans la boîte. Proposition 2, la balle est dans le panier. Ces deux propositions, compte tenu de l'unicité de la balle, sont incompatibles, logiquement incompatibles. Proposition 3, Sally croit que la balle est dans le panier. Pour répondre correctement à la question test, il est nécessaire de tenir 3 pour vrai. Sally croit que la balle est dans le panier est une proposition nécessaire pour l'attributeur, pour faire la prédiction que Sally ira chercher la balle dans le panier où la balle n'est pas.
Il y a un conflit logique, comme je l'ai dit, entre les propositions 1 et 2, mais pas entre 1 et 3. Il n'est pas nécessaire d'inhiber la croyance que 1 est vrai, la balle est dans la boîte, et croire que 2 est vrai, la balle est dans le panier, pour croire que Sally croit que la balle est dans le panier. Okay? Est-ce que ce point... Enfin, bon, okay. Il n'est pas nécessaire de croire que la balle est dans la boîte, ou dans le panier, pardon, est dans le panier, pour croire que Sally croit que la balle est dans le panier. OK. Alors, donc, pour croire que Sally croit que la balle est dans le panier, ce qu'il faut et il suffit, c'est de se représenter, pardonnez-moi, mentalement la proposition 2, la balle est dans le panier, sans la croire vraie, sans la juger vraie, sans la tenir pour vraie, c'est-à-dire faire une opération qui est conforme à la distinction entre la force assertive, la force judicative et le contenu propositionnel. Donc, ma stratégie de conciliation consiste d'une part à supposer que échouer dans la tâche Sally-Hahn n'est pas un indice fiable de l'incapacité à attribuer une croyance fausse, et donc que les résultats des tests non-verbaux peuvent être des indices fiables de la capacité à attribuer une croyance fausse. Et la deuxième proposition que je voudrais défendre maintenant, c'est que les tâches verbales, mais pas les tests non-verbaux, soulèvent des défis pragmatiques particuliers qui sont des vrais défis pour les jeunes enfants. Je pense qu'il y a 4 types de défis pragmatiques. Il y a une littérature assez abondante sur la question. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur le 4e défi, mais je mentionne les 3 autres défis. Premièrement, la tâche verbale est une tâche de double mentalisation dans un certain sens, parce que la tâche du participant, c'est à la fois de prédire l'action instrumentale d'un agent Sally, par exemple, qui cherche un objet qu'elle désire, mais aussi de satisfaire l'intention communicative de l'expérimentateur, parce que l'enfant est impliqué dans une conversation, on lui pose des questions, il faut répondre, et si on adopte, comme je le fais moi, une conception mentaliste de cette interaction communicative, ça fait 2 tâches. Ça fait 2 tâches de mentalisation et pas une seule comme dans les tests non verbaux. Deuxièmement, la pragmatique de la question énigmatique, où Sally va-t-elle chercher sa balle, a ceci d'énigmatique qu'elle est rhétorique dans un certain sens. Enfin, c'est une question contrôle que les professeurs peuvent poser, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas supposer que celui qui lui parle et lui pose la question ignore des choses il va satisfaire une ignorance, il va combler son ignorance en demandant à l'enfant, puisque ça n'est certainement pas le cas. L'enfant ne suppose pas qu'il détient des connaissances qui font défaut à l'expérimentateur qui lui pose la question. Donc il y a une certaine bizarrerie pragmatique. Troisièmement, il y a des raisons linguistiques, enfin des études linguistiques qui suggèrent que les conditions pragmatiques dans lesquelles les croyances de quelqu'un sont un sujet de conversation pertinent, ce n'est pas quelque chose qui est évident pour les enfants, qu'ils doivent l'apprendre. On peut peut-être y revenir dans la discussion, mais je pense qu'il y a des données linguistiques qui suggèrent que ça n'est pas évident quand un enfant a affaire à un énoncé linguistique comme Sally croit que la balle est dans le panier, qu'il s'agit d'une attribution de croyance plutôt que l'expression par la personne qui parle de l'assertion de la proposition enchâssée modulée par la référence à la personne tenue pour une autorité sur la question. Et c'est le 4e point qui va m'intéresser le plus, à savoir que pour répondre correctement, les participants doivent négliger, et c'est une opération difficile en fait, une partie de l'information non pertinente qui leur a été transmise par la communication verbale, par l'expérimentateur. Alors c'est ça que je veux maintenant discuter. La seule information pertinente pour répondre à la question « Où Sally va-t-elle chercher sa balle ?», c'est de savoir où Sally a placé sa balle. Ce qui se passe après le départ de Sally est simplement sans dénuer de pertinence pour répondre à la question « Où Sally va-t-elle chercher ?» La balle peut avoir disparu, explosé, peut-être que Anne l'a mangée, peu importe, du point de vue. Pour répondre à la question, la seule chose qui compte, c'est
où Sally a-t-elle placé sa balle. Et c'est un défi pragmatique, je pense, attesté chez les adultes par de fameuses expériences de Tversky et Kahneman, d'ignorer une information non pertinente quand elle a été communiquée et transmise par une autorité, par un expérimentateur. Donc, je pense que une hypothèse que je propose pour résoudre, pour expliquer pourquoi les enfants de 3 ans ne réussissent pas, mais ça ne vous dit pas pourquoi les enfants de 4 ans et demi réussissent, mais ça, on en parlera peut-être. Je n'ai pas une bonne réponse. Enfin, sur le stade, en termes de 3 ans versus 4 ans et demi, je n'ai pas vraiment une bonne explication. Mais en ce qui concerne la difficulté rencontrée par les enfants de 3 ans que je propose, c'est que, faute de pouvoir négliger une information non pertinente transmise par l'expérimentateur, ce que les enfants font peut-être, c'est d'essayer désespérément de rendre l'information non pertinente pertinente, de rendre pertinente l'information qui n'est pas pertinente. Et une manière de rendre l'information non pertinente pertinente est de légèrement modifier le contenu de la question et de changer. La question est une question prédictive. Où Sally va-t-elle ou ira-t-elle chercher la balle? En question normative, où Sally devrait-elle chercher la balle? Et quelle est la réponse correcte à la question normative? Quelle est la réponse correcte à la question normative? Eh bien, c'est exactement là où les enfants de 3 ans pointent, c'est-à-dire là où elle est, et non pas là où elle n'est pas. Ok, donc ça c'est ma façon de traiter la discordance expérimentale entre les tests verbaux, les tâches verbales et les tests non verbaux, en faisant confiance aux tests non verbaux. Et je n'ai pas dit qu'il y a une crise de la réplication, parce que je ne veux pas en parler, mais c'est une question évidemment importante pour les expérimentalistes, mais je ne suis pas très capable d'en dire quelque chose de pertinent. Mais voilà, c'est une analyse conceptuelle de la situation. Je ne suis qu'un philosophe. Bon, je ne suis pas un expérimentaliste. Alors, donc, je veux passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui est l'énigme parallèle, qui me semble être la même énigme en réalité, dans l'étude du syllogisme disjonctif. Alors, ça, c'est Susan Carey, qui est la personne qui a apporté une contribution majeure à ce domaine dans une perspective constructiviste sur laquelle je veux jeter quelques obscurités, enfin, je veux, disons, soulever des problèmes pour sa façon d'aborder les choses. Donc, un syllogisme disjonctif simple, on l'a vu tout à l'heure, c'est que vous avez affaire, vous êtes participant d'une expérience, il y a deux cylindres, derrière un écran, le chocolat est placé, vous ne savez pas dans lequel, P ou Q, on vous révèle qu'il n'est pas dans le cylindre rouge, non P, et vous en concluez qu'il est Q dans le vert. Alors, 78% et demi des bébés de 23 mois, c'est petit, hein, sont capables de résoudre cette tâche. La question soulevée dans un article très important, très intéressant, paru dans Cognition, de Shilpa Modi et de Soukaré, qui ont lancé un peu l'étude expérimentale développementale de cette capacité à effectuer le syllogisme disjonctif, elle pose la question, est-ce que c'est une preuve suffisante que les bébés de 23 mois effectuent un syllogisme disjonctif? Et avec raison, elles fournissent, alors ça ce serait, si les bébés faisaient le syllogisme disjonctif, ils raisonneraient comme ça. Mais il y a deux hypothèses, disons, déflationnistes envisagées par Modi et Carey, H2 et H3. H2 dit peut-être bien que P, peut-être bien que Q, non P, donc peut-être Q, qui n'est pas un raisonnement déductif. C'est-à-dire que la conclusion n'est pas certaine. Vous ne pouvez pas accorder votre confiance avec une probabilité de 100% à la conclusion si les prémices sont peut-être P, peut-être non Q, non P. Ou bien, encore plus radicalement déflationniste, pas du tout de prémisse majeure, une prémisse négative, non P, pas de P. Okay, mais ça, c'est pas non plus, c'est une inférence. Pour essayer de clarifier laquelle des stratégies est en question, et en fait, pour discréditer l'hypothèse que les enfants de 23 mois font le syllogisme disjonctif, raisonnent de manière déductive face à ces prémisses, ils font l'expérience suivante qui consiste en deux phases. Une phase d'entraînement, si on peut dire, de training, oui, de familiarisation, si vous voulez, et une phase test. Alors, dans la phase de training, c'est-à-dire de familiarisation, d'accord, qui n'est pas le test, hein, et qui prépare les enfants au test, là,
vous avez 3 tasses au lieu de 2, d'accord? Et vous avez 2 événements de cacheterie, de cachage, de dissimulation. Donc l'expérimentateur E1 cache, la récompense sont des stickers, mais appelons-les les récompenses, le reward, d'accord? Cache, dans le premier événement, on cache un sticker dans le cylindre vert, derrière l'écran, puis on cache un sticker dans l'une des deux, et ensuite on dit aux enfants, prends un sticker, cherche un sticker, ça suffit, voilà, cherche un sticker. Et, OK, donc en fait, il y a 3 tasses candidates dans lesquelles l'enfant peut aller. Avant de passer au résultat, je passe à la phase test. D'accord? Donc, dans la phase test, vous avez 4 tasses. Donc, c'est encore un peu plus compliqué que dans la phase d'entraînement. Et donc, vous avez toujours 2 événements distincts. Dans le premier événement, on cache la récompense dans l'une des 2 gauches rouge ou verte. Puis, dans un deuxième événement, on cache une deuxième récompense dans l'une des 2 bleues ou jaunes. Puis, on montre aux enfants que la rouge est vide. Et on leur dit, pour gagner, il est nécessaire et suffisant de trouver un sticker, une seule récompense. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon. Donc je dis que là, le test est un test compétitif parce qu'il y a un expérimentateur E2 qui n'est pas celui qui a caché, mais qui est un autre expérimentateur qui en fait révèle à l'enfant, fait un premier choix, d'accord? Choisit le cylindre vide et donc révèle à l'enfant que le rouge est vide et donc certainement le vert est plein, le cylindre vert est plein. D'accord? Donc c'est un test, c'est un jeu compétitif. Pour que l'enfant gagne, il faut que l'expérimentateur perde. Et encore une fois, il est à la fois nécessaire et suffisant de découvrir une seule récompense cachée par le premier expérimentateur dans l'une des 3 tasses restantes. OK, bon. Donc, statistiquement, ici, vous avez affaire à la situation suivante. Il y a 0% de chance que le truc soit là, 100% de chance qu'il soit là, 50 et 50. OK, d'accord. Bon. Sur le plan statistique, les expérimentateurs proposent de négliger, de traiter ce cas sur le plan statistique, celui-là comme celui-là, c'est-à-dire de considérer qu'il y a 3 tasses pertinentes parce qu'ils ont révélé le choix de l'expérimentateur E2 a montré que ça, c'était vide. Et donc, le hasard se trouve à 33%. Et ce que montrent les résultats des données de Modi et Carré, c'est que les enfants de 2 ans et demi, les plus jeunes enfants dans cette étude, sont au-dessus du hasard dans la familiarisation, un peu au-dessus du hasard, 33% dans la familiarisation, mais qui sont au hasard dans le test compétitif. D'accord? Ça, c'est les résultats qui sont des résultats négatifs sur les capacités des enfants de 2 ans et demi à effectuer le raisonnement, le syllogisme disjonctif dans ce cas assez complexe. Alors, je passe à un test non verbal, à des tests non verbaux parus en 2018 dans Science, l'équipe de Luca Bonatti, avec tous ses participants, qui révèlent possiblement des compétences déductives, appelons-les protologiques, qui seraient révélées par des méthodes non verbales différentes des méthodes utilisées par Modi et Carré. Alors, voilà de quoi il s'agit. Donc, vous avez, ce sont des enfants qui ont 12 et 19 mois. Okay? Donc, ce qu'ils voient, c'est 2 objets qui sont là, qui sont ici, et un bol gris. D'accord? Dans un premier temps, le bol gris passe derrière, on met un écran qui masque les objets, on fait passer le bol gris derrière l'écran. Derrière l'écran, un des 2 objets est placé dans le bol gris, et j'ai oublié de dire que les sommets des 2 objets sont indiscernables lorsqu'on ne voit que les sommets et pas l'objet entier. D'accord? Donc, ces 2 objets qui sont un dinosaure et une tortue ont le même haut au-dessus du dos, d'accord? Ce qui fait que lorsque un des 2 objets ressort dans le bol gris après avoir été placé dans le bol gris derrière l'écran, les bébés ne peuvent pas discerner lequel des 2 parce que
les sommets sont indiscernables. Puis, on abaisse l'écran devant les bébés, révélant lequel des deux n'est pas, donc ça c'était P ou Q, ça c'est non P, ça n'est pas le dinosaure, ok, ça n'est pas le dinosaure, et le dinosaure s'en va, et ensuite il y a deux conditions test, une condition attendue, c'est-à-dire que on révèle que ce qui est dans le bol gris, c'est la tortue et non pas le dinosaure, et dans la condition incongruente, on révèle que ce qu'il y a dans le bol gris, c'est le dinosaure, ce qui est impossible puisque le dinosaure est déjà disparu. Ok, est-ce que cette expérience est claire? On va mesurer la durée du regard des bébés sur ces deux conditions test incongruentes, congruentes, incongruentes, et on s'aperçoit que et à 19 et à 12 mois, les bébés, supposons que c'est significatif, je n'ai pas été vérifié, mais je prends ces résultats de Science pour argent comptant, les 19 mois et les 12 mois regardent plus longtemps l'événement pour eux inattendu où on leur révèle que c'est un dinosaure, que ça ne peut pas être le dinosaure parce que le dinosaure a été vu hors du bol, que la tortue. Okay, puis il y a des tests, il y a des mesures oculomotrices sublimes que je vais vous épargner, mais enfin, disons qu'on compare là un cas où il faut faire une inférence, un raisonnement, ou un cas où il n'y a pas besoin de faire une inférence pour déterminer lequel des deux objets se trouve dans le bol gris. Là, vous voyez, il n'y a pas d'inférence parce que les bébés voient lequel est placé dans le bol gris, tandis que là, c'est la même expérience que je viens de montrer, celui des deux objets qui est placé dans le bol gris, et la dissimulation est occultée par un écran au bébé. Bon. Et ce qu'on montre, c'est que dans ces deux conditions-là, la condition B sans inférence et la condition A avec inférence, il y a des variables oculomotrices très différentes qui sont pertinentes chez l'adulte et chez le bébé, à savoir par exemple qu'il y a une augmentation de la dilatation pupillaire, excusez-moi, au moment où il est possible de tirer la conclusion à partir des prémices, comme si la dilatation pupillaire était un indice d'un effort cognitif effectué dans le cas de l'inférence, mais pas dans le cas de la non-inférence. Okay. Et il y a aussi une saccade oculaire, peu importe, vers le serpent dans un cas, mais pas dans l'autre. Là, il s'agit d'un serpent et d'un ballon, qui ont le même, comme vous le voyez, les mêmes sommets quand ils sont dans une boîte. Vous ne pouvez pas le savoir lequel c'est. Okay. Est-ce que ce que j'ai dit est à peu près convenable? Bon, non, peut-être pas. Enfin, ça ne fait rien. Alors, je propose de tenir les résultats des tests visuels et oculomoteurs. Donc, il y a la même énigme expérimentale. Les enfants de 2 ans et demi échouent dans l'étude de Maudy et Carré dans le format qui est proposé par Maudy et Carré, et on a des raisons, un argument expérimental qui donne des raisons de croire que les bébés de 12 et 19 mois font quelque chose comme un syllogisme disjonctif dans le test non-verbal. Donc ce que je propose, c'est le même genre de résolution. Je pense que c'est tout à fait semblable. C'est le mode. C'est un cas frégéen de 2 énigmes qui n'en sont qu'une. Et donc, je propose de tenir les résultats des tests visuels et oculomoteurs pour des indices fiables de la capacité d'effectuer un syllogisme disjonctif et de réconcilier les résultats expérimentaux discordants par les défis pragmatiques des tests impliquant 3 choses: une conjonction d'événements, des instructions sur les règles d'un jeu compétitif transmises par un des 2 expérimentateurs, suivies d'une compétition avec l'autre expérimentateur. Ça, c'est le paradigme retenu par Maudy et Carré. Alors, pourquoi défi pragmatique? Parce que d'abord, l'information communiquée, ici ou là, même si là il y a 3 tasses, là il y en a 4, mais dans les 2 cas, on a 2 événements. D'accord? Donc l'information qui est transmise par l'expérimentateur E1, c'est qu'on a affaire à 2 événements de dissimulation différents. Donc on a une conjonction d'événements dont au moins un des conjoints est une disjonction. Par exemple, là, il n'y a pas de disjonction, puisqu'on sait avec certitude où il est. Là, on sait aussi avec certitude où il est, puisqu'on a montré que le rouge était vide, donc le truc doit être dans le vert. Mais et là, un des deux événements qui a été de dissimulation est une disjonction. D'accord? Donc on a une conjonction d'événements et on a un membre de la conjonction qui est une disjonction. Okay. Pour gagner dans les tests
dans le test. Il est à la fois nécessaire et suffisant d'éliminer un conjoint superflu. La tâche, ce qui est l'effort de l'enfant, l'effort du participant pour gagner, c'est qu'est-ce qui est suffisant? Suffisant, il y a deux récompenses. Il y a une récompense qui a été cachée là, et une récompense qui a été cachée là. L'enfant sait qu'il y a deux récompenses. Okay? Mais gagner, il est suffisant pour gagner d'en trouver une. Il n'est pas nécessaire de trouver les deux. Ok. Alors, je dis que c'est un défi pragmatique pour les 2 ans et demi d'éliminer le conjoint superflu. C'est-à-dire, vous pouvez vous foutre de ça, il faut simplement le négliger, ça. Si vous voulez gagner, vous pouvez simplement ignorer ce qui s'est passé. Il suffit de vous concentrer sur cet événement et d'éliminer cet événement, c'est-à-dire d'éliminer en fait le conjoint de la conjonction qui est une disjonction. Vous pouvez l'éliminer, ce n'est pas pertinent pour gagner, d'accord? C'est ce que je prétends, Évidemment, je ne sais pas si je convaincrai ce jeune Carré. Mais c'est d'autant plus un défi pragmatique que l'échec de l'expérimentateur révélé dans le choix préalable de l'expérimentateur avant que l'enfant agisse, avant que l'enfant prenne une décision, si cet échec de l'expérimentateur sur la première des 2 tasses, ici par exemple, incite les enfants à continuer, à explorer la seconde paire de tasses pour continuer, pour prolonger la compétition, au lieu de l'interrompre en conformité avec le fait qu'il est suffisant que de découvrir une seule des deux récompenses. Ça n'est pas la peine de découvrir les 2 récompenses, et je prétends que c'est difficile pour un enfant de 2 ans et demi d'admettre qu'il est suffisant de trouver une seule des deux récompenses. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher l'autre. Bon. Ok, bon, j'arrête mon exposé. Voilà, je conclus. Modestement, parce que je ne crois pas avoir fait une contribution tellement spectaculaire à la compréhension des bébés, mais enfin, ça ne fait rien. Donc, j'ai essayé de concilier les résultats expérimentaux discordants de manière à respecter, en faisant valoir que la distinction philosophique dont je disais, mais François ne sera peut-être pas d'accord, que François est de ceux qui doutent de cette distinction, enfin, qui pensent qu'il y a des raisons d'être sceptique sur cette distinction, en tout cas de la manier avec précaution. Moi, je ne veux pas la manier avec précaution, je veux la manier de manière brutale, la distinction entre le contenu d'une proposition et la force d'assertion de jugement de croyance. Appliquer cette distinction à la prémisse majeure du syllogisme disjonctif et à l'attribution de croyance, Sally croit que la balle est dans le panier. Il faut pouvoir se représenter P et Q sans croire P vrai, sans croire Q vrai. Il faut se représenter ou entertain la proposition que la balle est dans le panier sans croire ou juger que la balle est dans le panier ou la tenir pour vraie. Selon les adversaires de cette distinction que j'ai mis là, mais non selon ses partisans, la représentation mentale d'une proposition, donc ça veut dire le fait de considérer la proposition sans l'affirmer, sans l'asserter, ou la juger vraie ou la croire vraie, selon les adversaires, faire cette simple opération de se représenter mentalement une proposition, ça exige d'inhiber le jugement primitif ou la croyance primitive. Ce qui vient d'abord, c'est la croyance, c'est le jugement, c'est l'assertion. Et c'est pouvoir se représenter une proposition sans la croire, la juger ou l'affirmer, exige d'inhiber l'impulsion à l'affirmer, l'asserter ou la juger. Donc, selon les adversaires, mais non selon les partisans de la distinction entre la force et le contenu, l'exécution d'un syllogisme disjonctif et l'attribution d'une croyance fausse incluent une opération d'inhibition, si j'ai raison. D'accord ? Et donc, c'est la dernière slide vraiment, la conclusion de la conclusion, si on peut dire, c'est que les adversaires de la distinction postulent des ressources exécutives si, là, en psychologie, on dit, et je accepte cette proposition psychologique, être capable d'inhiber, c'est avoir des ressources exécutives. Quelqu'un qui n'a pas de ressources exécutives ne peut pas inhiber, quelqu'un qui a des ressources exécutives peut inhiber, donc je dis que les adversaires de la distinction postulent des ressources exécutives plus dispendieuses que les partisans de la distinction, et merci de votre attention.
Merci Pierre. C'était très clair et on a pas mal de temps pour la discussion. Peut-être, je commence par poser une question de clarification qui est que ton explication pour le syllogisme disjonctif me semblait faire appel pour l'essentiel à l'idée qu'il y a une tâche dans la tâche complexe. Il faut éliminer un des membres de la disjonction pour arriver à résoudre la tâche, et c'est pas si facile à faire, et ça explique très bien les difficultés. Mais je ne vois pas le rapport avec la distinction force-contenu. Et dans la conclusion, tu as dit que pour les deux explications, tu faisais appel à la distinction force-contenu, mais elle n'apparaissait pas dans ta discussion du syllogisme disjonctif. Tu as raison sur ce point, à savoir que ce que je prétends, d'accord, pour expliquer pourquoi les enfants de 2 ans et demi échouent dans l'étude et dans le test, mais plus dans le test que dans la familiarisation de Maudy-Carré, c'est qu'ils ne font pas une simplification de la conjonction et que ça n'a... tu as raison. Tu as raison, mais disons que ma réponse indirecte à ta bonne question, c'est que j'explique pourquoi 78% et demi des enfants de 2 ans et demi, dans la situation simple où une récompense est cachée derrière un écran dans l'un de 2 cylindres, rouge et vert, quand on leur révèle qu'un cylindre est vide, ils concluent que, 78,5%, que la récompense est dans l'autre, et si j'ai raison de dire que ils effectuent un syllogisme disjonctif, eh bien pour pouvoir effectuer ce syllogisme disjonctif dans la situation très simple, il faut qu'ils puissent se représenter la prémisse majeure P ou Q sans souscrire à la vérité de P et souscrire à la vérité de Q. Mais tu as raison, je reconnais que ta question est très bonne. Disons que pour rendre congruente, mais je pense aussi que dans l'expérience plutôt dans les données expérimentales de Bonatti et collègues, où je prends les indices non-verbaux de durée du regard et les indices oculomoteurs comme étant des indices fiables, que les bébés effectuent à 12 et 19 mois une inférence disjonctive, un syllogisme disjonctif, je pense qu'il faut qu'ils se représentent eux-mêmes dans cette étude, il faut qu'ils se représentent la prémisse majeure disjonctive, et ils ne peuvent le faire que si on leur applique, si on peut dire, la distinction contenu-force. Mais tu as raison, oui, c'est une très bonne question. Je comprends maintenant. D'accord. Ok, question. En fait, pour répondre à ta... Excuse-moi, mais pendant qu'on y est, au fond, si j'ai raison, mais je ne suis pas convaincu d'avoir raison du tout, pour expliquer la complexité, les défis que représente la tâche de Maudy-Carré, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon exemple d'étude du syllogisme disjonctif, parce que si j'ai raison, le défi majeur, c'est l'élimination de la conjonction, en fonction des règles, des instructions du jeu compétitif. Et donc, en apparence, quand elles disent « mais les résultats simples, illustrés par le fait que 78% des bébés de cet âge sont capables de résoudre ce qui pourrait être un syllogisme disjonctif quand il y a 2 contenants, etc., et qu'elles disent bon, il y a 2 explications déflationnistes possibles où l'enfant ne commettrait pas le syllogisme disjonctif, et nous allons complexifier la situation dans laquelle il convient d'effectuer un syllogisme disjonctif avec 3 tasses, puis avec 4 tasses, etc., je pense que, si j'ai raison, elle ne teste pas véritablement les capacités à effectuer un syllogisme disjonctif. Elle teste les capacités à éliminer un membre d'une conjonction complexe. Oui, tout à fait. Mais quelle est la motivation pour passer à la tâche plus complexe? Qu'est-ce qu'il donne comme explication? Non, c'est-à-dire que, disons que... Pardon. Je ne connais pas lu toute la littérature sur leur étude, mais elle considère que c'est une étude sur le syllogisme disjonctif. Peut-être que Valéria a des lumières sur ça, mais
que c'est une étude plus complexe du syllogisme disjonctif, c'est-à-dire que prends la tâche de familiarisation, pas la tâche test, mais dans la tâche de familiarisation, d'accord? Donc, il y a une seule tâche, il y a un seul cylindre dans lequel on place derrière un écran, d'accord? Donc, avec une certitude de 100%, l'enfant doit savoir qu'il peut trouver une récompense là. Et puis, d'autre part, il y a une disjonction où une récompense a été cachée dans l'un de deux possibles récipients. Donc, elle pense que si l'enfant n'est pas capable de faire la différence entre une certitude déductive que l'objet se trouve dans un endroit versus l'incertitude qui se trouve soit dans l'un, soit dans l'autre, si le bébé ne fait pas la distinction, comment pourrait-il mener un syllogisme disjonctif à partir de deux prémices dont la conclusion doit être déductivement extraite des prémices? Donc c'est comme ça que je pense, je ne sais pas ce que Valéria en pense, parce que comme Valéria connaît bien cette étude aussi. Attends. Pardon. Et je crois que c'était pour écarter, de le rendre plus complexe, écarter la possibilité que ce soit tout simplement une situation où il veut éviter. C'est ça. Une Voilà, situation qui n'est pas du tout pour le rendre une disjonction qui devrait montrer un raisonnement véritablement disjonctif. Si les enfants ratent, ne sont pas capables de dire « j'ai la certitude de trouver l'objet qui a été caché dans un seul cylindre », alors que j'ai une incertitude sur l'endroit où a été cachée la récompense quand il y en a deux derrière l'écran, s'ils ne sont pas capables de faire cette distinction, ils ne peuvent pas, on ne peut pas dire qu'ils ont effectué un syllogisme disjonctif dans un cas simple et écarter les analyses, les interprétations déflationnistes dans lesquelles on les crédite de types de raisonnements qui ne sont pas des raisonnements déductifs démonstratifs. Je crois que... Juste pour appuyer ce point, il y a un effet de contexte en fait dans cela, c'est-à-dire qu'on suppose que les enfants se placent dans une situation de certitude, effectivement, oui. Mais si on replace le problème dans un cadre probabiliste, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus. Hein, oui. Je veux dire. Oui. C'est-à-dire que le syllogisme disjonctif, être capable de faire un syllogisme disjonctif, c'est faire un raisonnement démonstratif. Oui. Si les prémices sont vraies, P ou Q, non P, alors Q est nécessairement vrai. Et pour elle, c'est un critère déterminant de savoir si les bébés font de la logique. Oui. Et c'est ça qu'elle cherche. Par exemple, que les bébés pensent que la récompense est plutôt dans un bol rouge que dans un bol vert. Exactement. Mais donc, ça, ce serait si c'était le cas, ouais. Si c'est ce que font les bébés, ouais. Elles ont raison de dire qu'ils ne font pas un syllogisme disjonctif, mais elles, ce qui les intéresse, c'est quand les bébés font de la logique. Ouais. C'est-à-dire quand les bébés ont le connecteur propositionnel disjonction ou négation, non. Et donc, pour pouvoir faire du syllogisme disjonctif, il faut posséder, il faut maîtriser le concept de ou, le concept de non. Et si les bébés font autre chose, s'ils font peut-être ceci, cela, ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas ces connecteurs. En tout cas, ils n'utilisent, ils l'ont pas, mais en tout cas, ils ne mobilisent pas ces concepts s'ils les ont, ou bien ils ne les ont pas, mais ils ne les utilisent pas dans des situations de ce genre. Merci pour cet exposé extrêmement lucide et assez facile à suivre pour moi. Comme je suis plutôt logicien que philosophe, je crois que les logiciens sont très utiles dans le contexte expérimental des psychologues. Je suis aussi étonné dans tous les expériments que vous avez présentés que le bébé est attendu d'obéir tant des contraintes d'interprétation qui ne sont pas explicites du tout. Vous parlez de coopération, d'attente, bébé qui veut dire le bon repos, le bon réponse. C'est vrai, mais le bébé a déjà appris que
ce qui est présenté, c'est toute information qu'il aura pendant tout l'expériment. Il n'y a pas un possible. Les bébés pourraient penser, alors il peut ajouter une troisième boîte si c'est derrière l'écran. Ah, mais c'est définitivement bien sûr. une possibilité. Oui, oui. Ou l'expérimentateur. Ou l'expérimentateur. Ou bien, peut-être, sans le dire, il a inséré une balle rouge quelque part, ou d'autres, hein, ou tout d'un coup, une boîte est devenue transparente, quoi. Hein. Il y a tant de possibilités de variations que le bébé a déjà appris d'éliminer dans ce contexte. C'est l'information complète qui est présentée. Oui. Et ça me fait réfléchir sur le fait, quand on enseigne la logique, comme vous dites, syllogisme disjonctif, que j'appelle disjunction introduction, dans des systèmes de preuves. Oui. Ça, c'est toujours un pas très difficile dans le cours pour les étudiants de comprendre. De comprendre l'utilité de tirer de vide bleu une supposition qui n'est pas la liaison avec les prémices qui vont avant, tandis qu'il a une liaison avec les conclusions. On sait quel Q, dans ce cas, à ajouter avec les disjonctions, parce qu'il sera utile plus tard. Bien sûr, c'est vrai. Et je crois que les deux... Le cas adulte dans un cours de logique et le bébé, c'est très utile. C'est le même problème. C'est très utile, cette comparaison. Et je pense que pour passer de l'étude de l'introduction de la disjonction, plutôt que du syllogisme disjonctif, pour revenir au cadre de l'étude des capacités d'attribuer des croyances fausses, dans l'étude verbale standard, qui est peut-être l'expérience la plus connue en psychologie cognitive, en tout cas en psychologie du développement, la tâche Anne Sally due à Wimmer, Perner, etc., est tellement répliquée. Il y a beaucoup d'alternatives possibles qui ont été notamment discutées par certains philosophes. Par exemple, Sally disparaît. En son absence, Anne déplace la balle de Sally du panier dans la boîte. Donc le participant se dit que la balle est dans la boîte, mais peut-être que la boîte, il n'a pas vu, a un trou dans son fond et que en fait la balle n'est pas là non plus. Ou peut-être que quelqu'un, quand Sally s'est absentée, a informé Sally que Anne allait déplacer la balle du panier dans la boîte. Et donc, si quelqu'un a informé Sally que la balle allait être déplacée du panier dans la boîte, elle n'a pas une croyance fausse, elle a une croyance vraie, et on devrait prédire qu'elle ira chercher la balle là où elle est, dans la boîte, puisqu'on l'a informée pendant qu'elle était absente. Un informateur lui a dit, tu sais, pendant que tu n'es pas là, Anne va déplacer. Tout ça est une possibilité métaphysique, en tout cas. Alors, le test, c'est vraiment un test du Gracian maxim of quantity. Oui, peut-être, oui. Le bébé doit croire qu'il a présenté toute information utile. Pertinente, oui. Et puis, il est présenté avec une information qui n'est pas utile. Il doit comprendre ça, c'est pas utile. Et puis, alors c'est exigeant. Oui, c'est très exigeant. Je suis d'accord. Absolument. Oui, je crois que ça rejoint des choses qui ont déjà été dites. En fait, on se pose la question de savoir dans quelle mesure il y a mentalisation et à quel moment chez les enfants. Et dans quelle mesure ils sont capables d'opérer donc une disjonction, un syllogisme disjonctif. Je me demandais en fait dans quelle mesure on peut dire que les adultes en sont capables, dans quelle mesure on peut dire que quand c'est appliqué comme ça à l'empirie, c'est-à-dire que le syllogisme disjonctif est donc valide, on est capable de le reconnaître comme tel, mais
l'appliquer à des situations en fait empiriques, c'est autre chose. En fait, on l'a un peu déjà dit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, si vous pouvez clarifier un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre voilà, reconnaître que sa conclusion est certaine du point de vue purement logique, et reconnaître que dans une situation empirique donnée, on est sûr, et on est certain que la balle soit là où on pense qu'elle est. Alors, je pense que là, peut-être qu'il faut... Moi, j'ai voulu présenter en très peu de temps 2 énigmes expérimentales dans 2 domaines différents en disant c'est la même énigme. J'y crois d'une certaine manière que on a affaire à une même énigme expérimentale fondamentale selon que les tests sont verbaux ou les tests sont non-verbaux, etc. Et je pense que ça éclaire un peu les choses. Mais, néanmoins, les 2 situations sont différentes. Parce que la question soulevée par l'étude du syllogisme disjonctif, je ne l'ai pas dit clairement peut-être, c'est vraiment la question de savoir si des bébés très précocement, ou en tout cas avant de parler complètement leur langue naturelle, par exemple les bébés de 12 et 19 mois de l'étude du test non-verbal présenté par Bonatti et autres, etc., est-ce qu'ils ont des connecteurs propositionnels? En fait, l'arrière-plan philosophique pour la question du syllogisme disjonctif ou de l'introduction de la disjonction, c'est de savoir si la maîtrise d'une langue naturelle est une condition nécessaire pour avoir les concepts de connecteurs propositionnels comme ou et non. Je ne l'ai pas dit clairement, mais j'aurais dû. Et donc, d'une certaine manière, les gens qui sont très sensibles à l'argument fodorien vont dire qu'ils ne pourraient pas apprendre s'il n'avait pas la négation, s'il n'avait pas la disjonction, le bébé ne pourrait pas apprendre, et donc ça doit précéder la maîtrise d'une langue naturelle. Mais Susan Carey est motivée par le désir de dire non, non, il y a beaucoup de raisons de croire que la maîtrise de ces connecteurs dépend de l'apprentissage de la langue maternelle et de l'expression linguistique de la négation ou de la disjonction dans la langue naturelle, etc. Ce n'est pas tout à fait le même problème, ça, que le problème de la mentalisation. Le problème de la mentalisation, c'est, au fond, quand est-ce que nous sommes capables de former des méta-représentations de représentations de soi ou des autres. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais, je disais, je m'excuse, je vous donne tout de suite la parole, c'est pour ça que je disais au début que j'analyse l'attribution d'un état mental à soi ou à autrui, et en particulier d'une croyance, puisque c'est l'attribution des croyances qui va devenir pertinent pour la discussion des tests expérimentaux, que c'est une croyance sur une croyance, c'est-à-dire une croyance, si on peut dire, d'ordre supérieur. Donc là, la question c'est, est-ce que les enfants vont apprendre à former des croyances sur des croyances par l'interaction avec, notamment verbale, avec des adultes, ou bien est-ce que les membres de l'espèce humaine ont été sélectionnés? Je simplifie de manière... Mais enfin, c'est un peu le fond du débat. C'est pour ça que j'ai présenté le nativisme et le constructivisme comme étant 2 grandes perspectives, et que je considère que mon exposé est plutôt de modérer les ardeurs du constructivisme sans donner des arguments pour le nativisme, mais simplement prendre des exemples assez détaillés d'argumentation expérimentale qui sont destinés à soutenir le constructivisme, l'idée que, par exemple, on acquiert la maîtrise des concepts des connecteurs propositionnels grâce à la maîtrise de la langue, etc. Mais donc, dans le cas de la mentalisation, c'est la question de savoir si cette capacité à représenter les représentations des autres est quelque chose qui est le résultat d'une interaction culturelle, linguistique, etc., verbale avec des adultes. Oui, merci beaucoup. J'étais en train de vous écouter. Merci pour votre présentation. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il me semble que alors, je sais que nombreux d'entre nous nous intéressons à la logique formelle, mais il me semble que la logique formelle a quelque chose d'abstrait et n'est pas un objet naturel, si j'ose dire. Et dans cette optique-là, effectivement, l'interaction d'un bébé ou d'un enfant va dépendre du cadre social dans lequel il se trouve, va dépendre de sa théorie du monde, comment il conçoit le monde
sa construction de sa perception du monde va dépendre de sa volonté à jouer un jeu, à la faire durer, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, ou alors à le raccourcir. Il faudrait à la limite avoir une condition expérimentale désagréable pour être sûr que l'enfant veuille mettre un terme le plus vite possible pour savoir s'il a la capacité déductive, à la place d'être dans une optique de récompense. Autre chose, donc cette notion de sujet rationnel, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu idéalisé, que autant chez les bébés que chez les adultes, on peut questionner l'existence même du sujet rationnel. Et nous-mêmes, en dehors des moments de forte concentration, on n'en a pas une certitude totale. Je voulais prendre l'exemple des tasses, des 4 tasses. Cette expérience-là, je l'ai vécue en soirée. Et en soirée, une majorité des personnes, donc des étudiants, une population étudiante, ne trouvait pas la bonne réponse. C'était, on va dire, dans les 33%. Et pourtant, c'est des personnes qui se frottent un petit peu à de la statistique ou qui cherchent à avoir une réflexion scientifique sur les choses. Donc... Non, écoutez, ce que vous dites est tout à fait intéressant et très bienvenu et pertinent. Ce qui m'inspirait pour réfléchir aux difficultés qui éventuellement sont générées par l'interaction verbale entre un sujet d'expérience et l'expérimentateur, mais d'une certaine manière, quand les tests sont vraiment non-verbaux et qu'il n'y a pas de communication ostensive. C'est pour ça d'ailleurs que dans les expériences sur les bébés, par exemple dans les situations d'attribution de fausses croyances, on masque les yeux, l'agent en général porte une visière pour que le bébé n'interagisse pas avec le regard de l'agent qui est présenté, etc. Donc ce que j'allais dire, c'est que les études de jugement dans l'incertitude menées par Tversky, Kahneman, etc., montrent que des étudiants avancés qui ont une formation en statistique ne peuvent pas se retenir d'exploiter une information qui leur a été fournie, qui est statistique, qui est sur le plan du raisonnement en probabilité. Ils savent que c'est non pertinent. Vous savez, il y a ce fameux cas de l'étude de Linda. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On dit à des étudiants, Linda est une personne qui a été très active en politique pendant la guerre contre le Vietnam. Elle a étudié la philosophie. Et maintenant, quand elle était étudiante, maintenant, elle est une adulte. Laquelle des deux situations est la plus probable? Qu'elle soit caissière dans une banque ou caissière dans une banque et féministe. Et une énorme majorité de gens formés en statistique disent qu'il est plus probable qu'elle soit caissière dans une banque et féministe que caissière dans une banque. Et une possible explication, donc en violation évidemment des axiomes du calcul des probabilités, qui fait que la probabilité d'une conjonction doit nécessairement être égale ou inférieure à la probabilité de chaque conjoint. Et une des explications possibles, c'est que si on leur donne une information sur Linda, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ils se disent « Merde, il faut bien que je m'en serve ». Comme je dis que font les bébés dans la tâche de fausse croyance. C'est-à-dire le fait que Anne est déplacée, je dis que ça n'a pas de pertinence pour savoir ce que Sally va faire, mais si on vous le dit et qu'on vous le donne et que l'expérimentateur a souligné ça, en plus ça soulève des questions sur la cognition sociale. Pourquoi est-ce que Anne emmerde Sally, déplace sa balle en son absence, qu'est-ce qu'elle lui veut, etc. Bon, tout ça. Mais c'est sans pertinence pour répondre à la question. Donc tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Maintenant, je pense que quand vous dites, je termine par là, parce que donc quand vous dites que, disons par exemple, le syllogisme disjonctif ou la logique, c'est un objet formel, et c'est pas clair dans quelles conditions écologiques on se rapporte à ces objets, disons les adultes ou les bébés, a fortiori les bébés, etc. Mais néanmoins, je pense qu'on a tous des intuitions sur des choses, sur le syllogisme disjonctif, sur le fait que quand vous voyez P ou Q, non P, Q, je veux dire, il y a une forme, vous avez l'intuition que la conclusion se tire déductivement des prémices. Non, il me semble, enfin je ne sais pas, en tant que logicien, est-ce que vous niez avoir des intuitions
que vous utilisez quand vous faites de la logique ou des mathématiques? Non. Non, du tout. Non, d'accord, oui. Mais je pense que vous-même, enfin, en tant que logicien ou mathématicien, vous reposez sur certaines intuitions que vous avez, qu'une conclusion est le résultat, enfin, se tire de prémices. Probablement. Attendez, prenez le micro à ce moment-là. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Oui. Merci. Alors, pour le coup, je suis linguiste, mais oui, je suis bien heureux de pouvoir participer à la discussion. Dans ma conception, on a surtout une perception du monde réel et une conception de ce qui peut être réel et ce qui ne peut pas être réel. Dans mon modèle, le modèle que je me fais de la cognition, l'hypothétique joue un grand rôle. On a énormément de capacité à construire des scénarios hypothétiques qu'on va pouvoir ensuite valider ou invalider. Donc, je ne suis pas tout à fait dans le même cadre aussi formel et aussi logique. Et ça sera un mode de pensée qui est beaucoup plus facilement influencé par l'affectif. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à... Si. Je vous prenais pour un logicien, mais ça n'a aucune importance. Mais oui, non, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Oui, pardon. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors ma question a plutôt un rapport à la métaphysique de l'esprit. On peut dire que le paradigme dominant dans la philosophie des neurosciences est plutôt physicaliste. Et ces dernières dizaines d'années, on a vu l'émergence de quelques positions qui défendent que le physicalisme est très compatible avec le panpsychisme, notamment ce que propose Galen Strawson. Sauf que, est-ce que c'est une position qui vous paraît absurde ou est-ce qu'il y a justement des ponts qui sont possibles avec les positions nativistes dont vous avez parlé plus tôt? C'est une bonne question. Je dois vous dire que je me tenais... Ces questions ontologiques sont fondamentales. Je les tenais soigneusement à l'écart pour m'intéresser à ces études, disons, soit ontogénétiques sur le développement des capacités chez les petits humains, ou aussi, ce qui est très intéressant, les capacités cognitives d'autres membres d'autres espèces, peut-être d'espèces qui, sur le plan de la phylogénèse, sont assez proches, quelques millions d'années, mais qui ont partagé un ancêtre commun. Mais c'est vrai que là, vous soulevez des questions ontologiques sur la question de savoir si des êtres dénués de neurones, par exemple, ou dénués de système nerveux, les plantes, mais même peut-être les objets inanimés, ont des caractéristiques mentales et tout ça. C'est une question fondamentale sur laquelle je suis assez agnostique. C'est vrai que le panpsychisme, d'une certaine manière, permet de surmonter l'opposition traditionnelle entre le matérialisme et le dualisme ontologique, par exemple. Je ne suis pas très attiré par le panpsychisme moi-même. Ça me paraît... C'est un peu comme les gens... Pour moi, c'est un peu comme les gens qui disent que le système immunitaire, c'est cognitif. Non, mais je veux dire, il y a des gens très respectables et qui font probablement avancer la compréhension du système immunitaire et qui veulent ébranler la frontière entre les systèmes cognitifs et le système immunitaire. C'est un peu la même chose pour moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme David Chalmers ou Galen Strawson, mais c'est un problème que je tiens... Vous êtes favorable, vous, au panpsychisme? Non, pas vraiment. Même si David Chalmers me semble un peu plus raisonnable par rapport... Oui, non, mais... Ouais. Après, ce qui me pose problème avec David Chalmers, c'est ce que dit, je crois, Yablo, c'est que le zombie est plus concevable que métaphysiquement possible. Oui. C'est une possibilité épistémique, mais ce n'est pas clair métaphysiquement exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire.
S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Pierre pour ton exposé. Pardon, je voulais en poser une. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la crise de la réplicabilité concernant les tâches, les résultats des tâches des tests non-verbaux? Très rapide. Oui, non, mais je ne suis pas très compétent, mais moi je pense qu'évidemment les tests non-verbaux reposent, c'est compliqué, etc. Il y a une question d'échantillon statistique, petit, grand, etc. Ce que je trouve très intéressant, donc il y a beaucoup de méthodes non-verbales, enfin il n'y a pas beaucoup de méthodes, il y a plusieurs types de méthodes. J'ai parlé de la violation des anticipations et la mesure de la durée du regard, mais il y a aussi la saccade oculaire comme anticipation de l'action à mener, anticipation de l'action que l'agent va mener. Il y a des signaux cérébraux, on recueille des signaux cérébraux très sélectifs chez le bébé qui sont... certaines études tenues pour classiques utilisant des tests non-verbaux il y a eu des tentatives de réplication, on a constaté qu'elles échouaient. Par exemple, l'étude de Nishi-Baillargeon. Maintenant, il faut lire les controverses. Je crois, disons que ma doctrine, qui n'est pas celle d'un psychologue expérimental qui met la main à la pâte, mais qui regarde c'est très intéressant de voir comment, par exemple, René Baillargeon, qui est une des principales artisanes des tests non-verbaux, en tout cas particulièrement cette étude de 2005, mais il y en a beaucoup d'autres. Quand elle réfléchit à la publication de tentatives qui sont des échecs de réplication de son expérience, elle donne des raisons de penser que dans cette expérience particulière qui est la publication d'un échec de réplication, eh bien, il n'y avait pas les conditions pour engendrer une anticipation chez les bébés. Donc, mais ça, être capable d'anticiper, de créer, de susciter une anticipation de l'action de l'agent à travers les tests de familiarisation, puis peut-être d'induction des croyances, etc. Si cet engendrement des anticipations ne marche pas, évidemment, l'expérience ne marche pas. Alors, est-ce que la crise de la réplication, c'est la preuve que les méthodes non-verbales sont moins fiables que les méthodes verbales, par exemple, ou est-ce qu'elles reposent sur un certain nombre de facteurs dont il faut absolument s'assurer que les conditions sont réunies, notamment, par exemple, l'engendrement d'anticipation chez des bébés de quelques mois. Et là, je veux dire, ce sont les spécialistes qui peuvent en dire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a cette crise. Et cette crise, quand même, il faut le dire, il y a une vraie controverse parce que les gens qui ont fait les premières tâches verbales, dont Joseph Perner, Wimmer, mais aussi beaucoup d'autres, quand ils ont vu arriver des résultats expérimentaux qui étaient en conflit, dont les résultats étaient contradictoires avec leurs résultats, ça leur a moyennement plu. Donc, en gros, disons que de toute façon, il y a un problème presque méta-scientifique qu'un philosophe peut éventuellement discuter, qui est: est-ce que les méthodes non-verbales, ça représente en principe un progrès de la connaissance? Est-ce qu'on peut avoir accès à des aspects de la réalité cognitive auxquels on n'avait pas accès par des tests, par des tâches verbales, ou non? Ça, c'est la première chose. Je pense que la crise de la réplication a quand même été avant tout lancée par les psychologues qui avaient obtenu des résultats fondés sur les méthodes verbales pour affaiblir la portée des résultats fondés sur des tests non-verbaux. Tout ça est très compliqué. Je termine un point, si j'ai le temps. Je termine. Il y a une expérience absolument clé qui est une méthode utilisée, qui utilise une méthode non verbale, dont le premier auteur est Vicky Southgate. L'étude date de 2007. Il s'agit d'utiliser comme paramètre comportemental de l'enfant, du jeune enfant, du bébé, la capacité de produire une saccade oculaire en anticipation de l'action d'un agent. C'est une situation de fausse croyance. Donc, l'agent croit que l'objet est à gauche, par exemple, alors que l'objet a disparu de la circulation. Mais l'agent croit, son attention a été détournée après qu'il ait vu pour la dernière fois l'objet à gauche. Et on mesure la saccade oculaire des bébés pour voir où les bébés vont regarder juste avant l'action. Eh bien, quand on regarde cette étude qui a été mise en question par des tentatives, des échecs de réplication, eh bien, on s'aperçoit que
je résume, mais ma lecture de cette expérience montre que peut-être qu'à un certain moment, un participant adulte ou bébé de l'expérience oublie l'agent humain qui est le sujet auquel on pense et s'interroge sur l'ourson qui passe son temps à bouger l'objet à gauche, à droite, etc., puis qui finalement s'en va avec l'objet. Et on se dit, mais qu'est-ce que cet ourson a en tête? Et on se met à mentaliser sur les intentions de l'ourson. Il est tellement bizarre, parce que pour rendre la situation assez compliquée, pour éviter des interprétations déflationnistes du résultat, en termes associationnistes par exemple, l'ourson change l'objet de place, et on peut se dire, ah mais il est incroyable cet ourson, qu'est-ce qui lui arrive? Et on oublie, dans cette expérience, disons, l'humain se détourne, il y a un téléphone qui sonne, l'agent se détourne sa tête, ne voit plus ce qui se passe, et on voit l'ourson faire ce blablabla, et on se dit, merde, mais qu'est-ce que veut cet ourson? Qu'est-ce qu'il fout? Et à ce moment-là, on perd de vue que, enfin, on s'intéresse moins à l'agent humain qu'à l'ourson. C'est peut-être une des... Non, mais je dis ça. Excusez-moi. Ok, merci beaucoup, Pierre.